Le musée du Louvre, 9 millions de visiteurs annuels visés par une plainte pour prêt illicite de main-d'œuvre. Plainte pour prêt de main-d'œuvre illicite et délit de marchandage. Sont dénoncées les conditions de travail des salariés employés par des prestataires privés. Des plaintes déposées par le syndicat Sud Culture qui dénonce l'externalisation de nombreux services, billetterie, sécurité, accueil. Un système à deux vitesses que dénonce le syndicat Sud. Le syndicat a déposé plainte contre 4 musées, dont 3 parisiens, et regrette une précarisation des salariés dans le milieu de la culture. Pour refaire un peu un état des lieux du paysage, pour contextualiser un peu tout ce qu'on mène avec le syndicat depuis 2 ans, avec les avocats, avec les plaintes, etc. Donc dans le monde de la culture, on observe une externalisation depuis pas mal de temps, qui a commencé dans les musées, on le sait, avec la sécurité, les services de nettoyage, etc. Et depuis maintenant une dizaine d'années, c'est tous les métiers qui vont concerner l'accueil du musée, donc l'accueil des publics, la gestion des flux, et maintenant la lutte dont tu parles, donc ce qu'on va appeler la médiation au sens large, mais donc les visites guidées, les ateliers, tout ce qui concerne vraiment l'accueil du public au sens très large. Nous, à Sud Culture, on accompagne pas mal de monde pour des dossiers individuels. Déjà, on peut commencer par là, au Prud'homme, etc. Donc on observe que toutes ces agences, je peux peut-être commencer par les nommer, même si vous les connaissez sans doute. Donc on a Muséa, Marianne International, des mots et des arts, Magma Cultura, City One, Pont des Arts, Pénélope, voilà, que des noms charmants. Et toutes ces agences, leur but est vraiment un but lucratif, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc du coup, nous, le travail des plaintes qu'on a depuis 2 ans, mais c'est aussi un moyen de mettre la lumière en fait sur tous ces salariés, toutes ces salariés et leurs conditions. C'est de dire, au-delà de l'aspect juridique, qui est dans un temps plus long aussi, il y a toute une lutte qu'on compte mener et on compte attirer de plus en plus de monde sur ces sujets-là, quoi. La sous-traitance, par principe, c'est pas du tout interdit. C'est lorsqu'une société va faire appel à une entreprise extérieure pour faire accomplir une tâche qu'elle ne peut pas faire en interne et qui ne fait pas partie de son cœur de métier. Donc, ce qu'on appelle le prêt de main-d'œuvre illicite et ce qu'on cherche à sanctionner au travers de ces différentes plaintes, c'est lorsque une société va avoir pour objet de mettre à disposition du personnel pour une autre entreprise et va en retirer un bénéfice. Le délit de marchandage, c'est quand les salariés prêtés et mis à disposition, donc de manière totalement illégale de l'entreprise utilisatrice, vont subir un préjudice du fait de cette mise à disposition, c'est-à-dire vont être privés de tous les avantages dont ils auraient pu bénéficier s'ils avaient été employés directement par l'entreprise utilisatrice. En gros, pour savoir si on est en présence d'un prêt de main-d'œuvre illicite, on va regarder un certain nombre de critères. Déjà, quel est le type de tâche qui est prévu par le contrat dit de sous-traitance, pour savoir si c'est de la sous-traitance légale ou pas. Quand vous avez un musée dont le cœur de métier, c'est quand même d'accueillir le public, c'est de s'occuper du vestiaire et même fournir des audioguides, a priori, on n'est pas censé déléguer ce type de tâches et l'externaliser. Il y a aussi un autre élément qui est quand même assez symptomatique de ce type de pratique, c'est quand vous avez ce qu'on appelle un transfert du lien de subordination, c'est que par principe, en matière de sous-traitance, l'entreprise qui va prêter son personnel pour effectuer une certaine tâche, une tâche déterminée, va conserver l'autorité sur ce personnel. Nous, dans tous les dossiers, ce qu'on a pu constater au travers d'un certain nombre d'indices, c'est que finalement, c'est le musée, que ce soit le Louvre, la bourse de commerce, public, privé, c'est un peu toujours le même type de comportement qu'on observe. C'est le musée qui va exercer une autorité et donner des directives aux salariés qui sont mis à sa disposition. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'indices comme ça, c'est vraiment la méthode du faisceau d'indices en examinant de manière assez globale un certain nombre de choses, notamment le fait de savoir aussi si le matériel va être prêté directement, en tout cas donné aux salariés par le musée ou par la société utilisatrice. Tout ça sont des éléments qui vont permettre, en tout cas sur le plan juridique, de caractériser l'existence de ces deux infractions. En fait, ce qui nous a interpellés, on a entendu un certain nombre de salariés parler de leur situation et où on s'est rendu compte qu'en fait, et c'était absolument pas dévalorisant pour eux, mais ils n'apportaient pas une technicité qui n'existait pas en interne.
Or, normalement, dans le cadre d'une sous-traitance, l'entreprise auprès de laquelle on sous-traite apporte une technicité qu'on ne trouve pas en interne. Et en fait, on s'est rendu compte que le savoir-faire était exactement le même en interne qu'en externe. Simplement, la logique qui était poursuivie était une logique qui était clairement économique. Et c'est aussi ça qui nous permet de basculer entre ce que Juliette vous a dit, c'est-à-dire la sous-traitance et le prêt de main-d'œuvre, c'est évidemment le but lucratif. Parce qu'en réalité, tout ça revient à mettre à disposition du personnel, précarisé parce qu'on n'a pas les mêmes conditions que lorsqu'on est internalisé, à but lucratif. C'est quand même un système mis en place depuis des années, couvert par les différents gouvernements successifs, qui permet aujourd'hui aux différents établissements de tenir. Puisque avec le plafond de l'emploi imposé par les budgets du ministère de la Culture, sans cette externalisation, ils ne tiennent plus. En tout cas, c'est parce que c'est le système qui a été mis comme ça en place. Et donc il y a une enquête préliminaire qui est ouverte à l'encontre des différents musées contre lesquels on a déposé plainte. Une enquête qui est menée, ça c'est hyper rassurant aussi, par un organisme de gendarmerie dédié au travail illégal. Et dès les premiers échanges qu'on a eu avec la procureure de la République en charge de ce dossier, elle nous a dit « ça fonctionne ». Enfin, il y a quelque chose qui nous pose une difficulté. J'ai travaillé pendant 1 an avec Marianne International. Donc j'ai été embauchée en juin 2024 avec eux et j'ai fait au total 5 ou 6 musées jusqu'à être embauchée 1 an après, du coup le 11 juin 2025 au Grand Palais. On a fait la réouverture du Grand Palais, on était 80 je crois à être embauchés. Il y a le jour du vernissage, le faux plafond qui tombe sur les personnes présentes. Pour les équipes d'accueil, il n'y avait aucun équipement de prêt. On avait une salle de pause de, allez, je suis gentille, 20 mètres carrés pour donc les 80 personnes embauchées par Marianne, plus les équipes de sécurité. Avec une autre collègue avec qui j'ai commencé à travailler aussi depuis 1 an, on s'est vite rendu compte qu'en fait, les nouveaux qui étaient là dans l'équipe n'arrivaient pas forcément à prendre la parole et à faire remonter ce qui n'allait pas. Donc toutes les deux, on a choisi de faire une sorte d'aller voir tout le monde et de récupérer un peu ce qui n'allait pas pour le faire remonter tranquillement à la hiérarchie. Dans ces choses qui n'allaient pas, il y avait notamment le fait qu'on travaillait illégalement sur la voie publique. On était donc devant le Grand Palais, sur le trottoir, en pleine canicule, sans ventilateur, sans bouteille d'eau, sans point d'eau à disposition, quoi que ce soit. Notre demande était d'avoir un parasol. Il y avait le fait que le site était en travaux, donc on avait des odeurs de solvant, des odeurs de peinture, des bruits qui montaient à des 110 décibels parfois. Donc 110 décibels, c'est un marteau-piqueur pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette réunion avec Marianne, avec le CSE, ma collègue et moi, donc, qui représentions l'ensemble des équipes. Après ça, du coup, il y a quelques petites choses qui ont changé, mais ce qui a été mis en place, ça a été des achats comment on appelle ça, d'éventails en papier. Et donc ce qui s'est passé, c'est que 3 jours avant la fin de ma période d'essai, on me convoque à l'agence sans me donner de motif, sans entretien préalable, vraiment, viens à telle heure et tu verras ce qui se passe. Et le jour J, donc, on me dit qu'on met fin à ma période d'essai. Comme c'est une période d'essai, ils ne sont pas obligés de donner la raison écrite sur le papier. Donc ma seule preuve, c'est l'oralité. Donc je sais qu'ici vous allez me croire, mais c'est pas le cas de tout le monde. La raison qu'on m'a donnée, c'est pour négativité. Voilà. Ça fait un peu rire parce que j'ai juste demandé des conditions de travail décentes et au nom de mes collègues évidemment. Et maintenant ceux qui restent ont aussi peur de parler parce que mon exemple en fait a servi un peu de leçon à retenir. Donc moi j'ai travaillé 1 an et demi au Louvre pour Muséa.
J'ai découvert les joies de l'externalisation, les joies de ce que ces entreprises représentaient vraiment, puisque moi j'étais venue avec les yeux pleins de paillettes en me disant je vais travailler au Louvre, j'en ai parlé à ma famille, c'était super. Mais bon, au fur et à mesure, j'ai pu constater que l'externalisation, c'était juste en fait de la casse du droit du travail. On était sur des conventions qui n'avaient absolument rien à voir, c'était les parcs d'attractions sur lesquels ils nous avaient mis. Donc le Louvre est un parc d'attractions, apparemment, voilà. Tous les acquis sociaux, on repartait de zéro, avec des interlocuteurs qui se renvoyaient à chaque fois la balle. Bien sûr, c'est le propre de l'externalisation, mais bon, il comptait aussi sur ce turnover qui faisait que les salariés connaissaient mal leurs droits, et dès qu'ils les connaissaient, ils disparaissaient. Donc bien sûr, on devenait les boucs émissaires de tous les dysfonctionnements qui pouvaient avoir lieu au musée. Donc les visiteurs étaient mal renseignés, forcément c'était notre faute, alors que nous, comme on n'était pas admis comme sachants, soi-disant, puisqu'on est juste des agents d'accueil, on nous transmettait aucune information. Et pourtant, pendant plus d'1 an, on se baladait avec un chasuble avec le mot information derrière. Et c'était juste de notre bonne volonté, quand on allait à la pêche aux informations, qu'on pouvait les transmettre après aux clients. Donc bien sûr, ça fait un travail qui n'a absolument pas de sens, où on accueille les visiteurs dans un lieu de culture et où on peut rien leur transmettre en fait, si on n'a pas la bonne volonté de nous aller par-delà notre fiche de poste et aller chercher l'information. Donc les fonctionnaires, ils n'aimaient pas l'externalisation, et ils avaient raison. Enfin, nous non plus, on cautionne pas ça, mais c'est vrai que il y avait une scission qui était faite entre nous, qui faisait qu'on a eu du mal au début à vraiment s'organiser ensemble, à collaborer pour justement se défendre de ces choses-ci, parce que en parallèle, comme je disais, l'externalisation, c'est quand même le symptôme d'une attaque au droit du travail. Donc on voyait que eux aussi, ils se mobilisaient de plus en plus de leur côté, parce que eux aussi, ça se dégradait sur chaque plan. Donc là aussi, on a mis du temps à se coordonner pour faire des choses vraiment efficaces, mais c'est vrai que cette externalisation leur permettait de un peu nous monter les services les uns contre les autres, alors que c'était dans l'intérêt de personne, au final. Bonjour, moi c'est Fred. Alors, je représente ce soir le syndicat Sud, mais alors, de l'autre côté, on va dire, les méchants, on va dire, puisqu'on représente les salariés de la P2ST, c'est-à-dire des fameuses boîtes qui ont été citées auparavant. C'est-à-dire que notre syndicat syndicalise les camarades des entreprises sous-traitantes. L'autre axe qu'on essaie de développer pour limiter la sous-traitance, c'est de répondre à ce qui a été dit par les avocats tout à l'heure, c'est-à-dire comment on fait pour combler cette différence d'acquis sociaux dans la vie de tous les jours des salariés de Pénélope ou de Muséa, etc., dans leur convention collective. Et c'est un peu la bataille qu'on mène en ce moment sur la classification. On veut gagner la création de métiers autres que la simplification que nous donne aujourd'hui le patronat, qui est de dire il y a un métier qui s'appelle hôte et hôtesse d'accueil, que vous soyez en musée, en entreprise, en gare, en aéroport, etc. Et ça, nous, on tient à faire une différenciation dans ces métiers-là, parce que chaque métier a sa compétence. Pour le patronat, il est hors de question de dire qu'il y a des métiers différents dans les hôtes et hôtesses d'accueil. On a amené le débat sur ce qu'on pourrait dire, par exemple, être dans l'audio-guide, ou d'être, on pense aux camarades qui sont devant les gilets rouges des gares SNCF, qui sont aussi sous-traités. On pense à tous les camarades qui sont dans les aéroports, qui sont aussi sous-traités. C'est-à-dire qu'on essaye d'englober, pas juste à l'aune des musées, mais d'un point de vue général sur ce qui est la démarche de l'État, de dire on sous-traite un maximum dans les services publics pour pouvoir casser les coûts, casser les grèves, etc., etc. Pour nous, une des grosses victoires, si on veut gommer une grande partie des différences, passe par cette histoire de classification. Et donc on a bossé aussi avec Sud Culture un petit peu là-dessus pour regarder comment on pouvait essayer de trouver des fiches et des emplois repères dans la classification en commun, comment on peut nous argumenter, etc. sur la création de ces métiers-là dans la convention collective. Victoria, je viens d'Italie et j'interviens au Louvre depuis 3 ans à peu près, et je suis intervenante autre entrepreneuse, et ce statut aussi qui pour moi est très problématique parce que je l'ai senti comme imposé, comme la seule option pour exercer ma profession.
Nous sommes impactés directement en tant que guide conférencier depuis janvier parce que le musée a fait une réforme de la billetterie. Je ne sais pas si vous avez entendu que les prix ont été augmentés, mais pas d'une façon uniforme. Pour les groupes, ils ont choisi un forfait intermédiaire. Donc, il y a une espèce de mise en concurrence des guides avec les opérateurs du tourisme qui peuvent acheter les billets comme avant. Mais c'est des billets de groupe et désormais, les guides sont obligés d'acheter les billets pour leur groupe. Parce que pour les petits groupes, les familles ne peuvent plus visiter le musée avec des billets individuels. On est, pour guider des familles, désormais obligé d'acheter les billets. Et désormais, des familles, par exemple, ça c'est fait pervers, les familles européennes, des billets plus chers que des billets individuels. Donc ça veut dire que la plupart de ceux qui travaillent dans des langues européennes n'ont quasiment plus de visites guidées en indépendant ou à travers des prestataires, c'est-à-dire des agences qui faisaient la billetterie, parce que c'est plus intéressant économiquement pour les agences. C'est trop cher pour les pouvoirs d'achat de ces familles. Et donc, en gros, l'accès à la culture des visiteurs et l'accès à l'exercice de notre métier, pour beaucoup d'entre nous, est très impacté. J'espère qu'on va surmonter ça. Donc, la lutte, c'est pour que d'autres adhèrent à Sud. Pour l'instant, nous, on a monté une branche récemment. Donc, il y a plusieurs guides conférenciers, mais c'est plus large, c'est le métier de la transmission culturelle. Concernant justement la sécurité de l'emploi, il faut savoir que plus de la moitié de l'effectif des conférencières, alors déjà il y a eu un plan social déguisé au fil des ans. On est passé en 20 ans de 200 conférencières à 60, même pas 60, 50 conférencières RMN, et la moitié de l'effectif est en CDD-U. Peut-être juste sur les acronymes, je ne sais pas si tout le monde est bon. Donc RMN, c'est la Réunion des musées nationaux. C'est eux qui détenaient historiquement justement le CTE, les médiateurs en fait assimilés, fonctionnaires, et c'est eux qui ont été progressivement mis dehors au profit des agences. Voilà, juste au cas où. On mène aussi à Sud Culture donc un grand combat pour la fin des CDDU, donc ces contrats à durée déterminée d'usage, qui effectivement sont normalement des contrats temporaires, mais non seulement des gens sont embauchés pendant 10 ans, mais on a beaucoup de musées où les gens sont embauchés sur 10 mois. Quand c'est 10 mois, c'est plus un accroissement temporaire d'activité. Hein. Enfin... Il faut savoir que parfois, et souvent même assez régulièrement, on a des salariés qui travaillent en CDD-U, donc du coup sans la sécurité de l'emploi ça peut durer pendant 10 ans. Des camarades dans nos sections d'ailleurs, pour qui ça a été le cas. Et beaucoup d'entre elles, alors je dis elles parce que ce sont majoritairement des femmes, sont dans des situations tellement précaires que du coup elles sont obligées de trouver un autre boulot. Mais ça fait partie, je pense, du mécanisme et du processus pour supprimer l'activité et au final la privatiser complètement. Moi, avec les équipes syndicales, on a obtenu pas mal de choses, toujours avec la grève. Donc là, ce qui est important de faire, à mon avis, c'est tout simplement d'être unis, de ne pas montrer qu'il y a une ou deux personnes qui s'exposent, et d'arriver à signer un protocole de fin de conflit. Parce que ça permet de protéger notamment les plus faibles. Je peux témoigner, récemment on a fait une grève en 2023, et la dernière, c'était l'année dernière, mais bon, en 2023, effectivement, on avait des cas figures similaires, et on a pu obtenir la reconduction des contrats des personnes en période d'essai et des personnes en CDD. De toute façon, par principe, quand on est uni, quand on fait les choses à plusieurs, a priori, on est plus protégé. Et puis pour répondre aussi, voilà, il y a le fait d'acter des choses, c'est toujours très très important dans la relation avec son employeur. Hein. On évite trop l'unique oralité pour les échanges qu'on peut avoir. On écrit beaucoup, on écrit à plusieurs, c'est encore mieux. Et typiquement pour l'exemple votre exemple que vous avez évoqué tout à l'heure, je pense que vous le savez, hein, de plus en plus maintenant devant les tribunaux, on peut communiquer aussi des enregistrements
Donc ça, n'hésitez pas, quand vous êtes convoqué de manière informelle à un entretien et que vous savez que parce que vous avez fait grève ou parce que vous avez ouvert votre bouche ou parce que vous êtes dans le viseur, parce qu'on sait que vous participez au mouvement et aux réunions, etc., vous enregistrez. Et j'ai envie de dire surtout, syndiquez-vous, parce qu'on est un syndicat. Et ça, le syndicat, c'est pas, enfin, ça peut être un vrai appui. Tu parles déjà d'un point de vue juridique. Et aussi, si vous êtes sur des lieux où il n'y a pas beaucoup de monde, ça peut être, vous allez être vite repéré si vous tractez, si vous affichez un truc. Ben, là, le syndicat, justement, ça peut être des personnes complètement extérieures qui vont venir faire du tractage. Ou au Louvre, par exemple, il y a quand même les gens de la section interne au Louvre qui ont aidé sur des communiqués, qui sont allés au sein de de la propre hiérarchie du Louvre pour soulever des problématiques, etc. Donc, vraiment, le collectif... Surtout qu'on adore faire ça. Aller piquer chez les autres, on adore. Oui, le principe de base, c'est que tu n'es jamais tout seul, quoi. C'est que même si sur ton site, il n'y a pas de syndicat aujourd'hui, il y a des grandes chances que dans le groupe ou dans l'entreprise, il y en a. On l'a dit tout à l'heure, dans les différents sites entreprises qu'on a nommés, il y a des syndicats Sud aujourd'hui. Donc n'hésite pas à prendre contact avec soit Sud Culture, soit Sud PDST, on a sans doute de quoi t'aider. Si on ne l'a pas directement, on peut le créer ensemble. Mille merci à tout le monde, à tous ceux qui ont parlé.